santé et le sport. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré les bénéfices inhérents à l'activité physique et sportive. Diapositive. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous bassine un petit peu sur le sport, la santé, bougez-vous, faites des choses, faites des flexions, allez courir, ramer, etc. Mais en fait, on ne sait pas bien concrètement ce qu'il faut faire. Donc la question, c'est on bouge, oui, mais comment? Donc ça, c'est très important. Il y a une notion de prévention, donc c'est aussi assez vague. On a les avantages et inconvénients, parce qu'il y en a qui vont nous dire, moi si je ne fais pas de sport, bah, je vais bien, si je fais du sport, je vais te blesser. Bon, alors est-ce qu'on fait du sport ou est-ce qu'on soigne la blessure? Qu'est-ce qu'on fait? Le couple nutrition, activité physique et sportive, c'est indispensable, bien sûr, dans la mesure où si vous mettez du diesel dans une voiture qui fonctionne à l'essence, si c'est en plus une Formule 1, elle ne risque pas d'avancer. Les maladies chroniques, donc ça c'est aussi un phénomène de société. Lorsque, à 50 ans, vous développez un diabète, que vous avez une pathologie coronarienne, quand vous avez malheureusement un cancer, est-ce que les activités physiques et sportives sont intéressantes? La réponse est oui, et on essaiera de le développer tout à l'heure. Conduite à tenir en cas de blessure, bon ça c'est le gros problème, c'est aussi pour ça que j'ai créé le site, parce qu'on a des soucis notamment en cas d'urgence. Les soins sont mal faits. Les gens nous demandent toujours, mais comment ça se fait que les sportifs de niveau arrivent à reprendre plus rapidement? Et nous, on leur dit la réponse est simple. Ce sont les soins d'urgence qui sont faits absolument immédiatement, en bonne et due forme, alors que les délais de cicatrisation sont exactement les mêmes. Alors, donc, quelle stratégie pour la santé et le sport? Diapo. Alors, je ne vais pas vous refaire tout un historique. Il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui sont tout à fait intéressantes et passionnantes. Enfin, ici, si je vous sors toutes les études, on va s'endormir. Je vous ai mis la première, qui est assez intéressante, qui a été faite en Angleterre sur des chauffeurs de bus, et qui ont montré notamment que les contrôleurs, donc qui sont plus actifs que les chauffeurs de bus, avaient moins de problèmes d'infarctus du myocarde que ceux qui restaient en position assise. Donc on avait déjà à cette époque la notion de sédentarité qui va venir bien évidemment après et qui est aujourd'hui un véritable facteur de risque. Diapositive. Alors quelques chiffres, pareil, on ne va pas non plus donner tous les chiffres, mais des chiffres que j'ai trouvés qui me paraissaient tout à fait intéressantes. En 2002, donc ça c'est l'OMS, c'est des chiffres de l'OMS, qui montraient que 2 tiers de la population adulte, donc de l'Union européenne, n'atteignait pas les niveaux recommandés d'activité. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se bougent un peu, mais qui ne sont pas au niveau. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. L'intérêt de faire l'activité physique et sportive, c'est de la faire au niveau correct. Si vous le faites en dessous, il n'y a pas de bienfait pour la santé. Le manque d'activité physique engendre chaque année une perte de 5,3 millions d'années de vie en bonne santé, en raison d'un essai prématuré et d'une incapacité. Alors il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur l'activité physique et notamment donc, la course à pied, qui a été faite par des Japonais. Et alors ils ont été un petit peu violents parce qu'ils disent simplement que 2 heures d'activité physique et notamment de course à pied par semaine, ça vous prolonge la vie de 6 ans. Voilà, donc après, effectivement, c'est assez intéressant. Diapo. Alors, deuxième facteur de risque individuel, après le tabagisme, donc le tabagisme est aussi un fléau, on pourrait en discuter. Et enfin, le risque de surmortalité de plus de 40% supérieur pour la population physiquement inactive. Donc c'est à peu près ce que je disais avec cette étude japonaise. 2 heures d'activité, 6 ans de vie, et notamment amélioration de la qualité de vie, bien sûr. Diapo. Alors les définitions, c'est pareil. Là, il y en a plein, c'est à boire et à manger. Je vous ai pris quelques-unes qui sont issues de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, bien sûr. La santé, donc pleine jouissance du bien-être social, mental et physique. Qualité de vie, je ne sais pas, vous allez pouvoir la lire. Bon, en fait, c'est une perception, c'est une sensation de bien-être, une sensation par rapport au système, à l'entourage, etc. Alors, cette qualité de vie, on verra, c'est très difficile de la mesurer. Ceci dit, aux États-Unis, en 1995, la NASA avait fait une analyse des cols blancs, donc des gens cadres, ingénieurs. En fait, ils avaient passé tout le monde à la moulinette et il leur avait fait des tests d'effort avec VO2 max, avec volume d'oxygène maximum mesuré de façon directe. Et ils avaient corrélé la qualité de vie au VO2 max.
je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça c'est une étude qui sort de 1995 tout à fait intéressante. Diapo. L'exercice pour la santé, alors qu'est-ce que c'est l'exercice pour la santé? Donc effectivement, on commence à rentrer un peu plus dans les détails. L'endurance cardio-respiratoire, la force, l'endurance, la souplesse, et l'activité se définit comme un mouvement qui va être créé par une contraction musculaire. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet ce soir. Diapo. Avoir la forme. Alors avoir la forme, on entend partout aussi, j'ai la pêche, tout va bien, c'est génial. Ça correspond à quoi? Alors ça correspond simplement au fait qu'on a fait un petit mélange des bons paramètres de l'activité physique. Et effectivement, vous avez un retentissement, vous avez une perception au niveau de cette qualité de vie, et donc vous avez la forme. Diapo. Alors, ça c'est un petit tableau qui est presque exhaustif sur l'intérêt de pratiquer des activités physiques et sportives. Alors sur la colonne de gauche, vous avez tout ce qui est positif en termes physiologiques. Alors on le sait effectivement que ça va améliorer l'équilibre, que ça va effectivement faire une augmentation de la masse musculaire, vous allez avoir une dilatation des vaisseaux, ça circule mieux, ça répond mieux, la densité osseuse est accrue, vous avez le bon cholestérol par rapport au mauvais, vous avez un recrutement aussi des unités motrices, c'est-à-dire que vous contractez mieux vos muscles, vous allez les chercher, il y a moins de risques au niveau d'accident vasculaire parce que vous avez une diminution au niveau de la coagulation sanguine, diminution de l'inflammation, bref, vous avez tout un système de réaction qui se met en place au fur et à mesure des activités physiques et sportives qui vont générer ce genre de choses, avec pour conséquence la colonne de droite, où vous avez la diminution du cancer du sein, alors maintenant c'est vraiment prouvé, vous avez le côlon, la diminution de dépression, parce que quand je fais du sport, je me sens mieux, il y a une estime de soi, une reconnaissance vis-à-vis des autres, vous êtes aussi plus sociable, vous allez dans des associations, même si c'est individuel, vous rencontrez des gens. Ça diminue aussi les chutes, donc ça c'est intéressant pour nos seniors, parce qu'en fait avec l'âge, on va avoir des problèmes de perception, des problèmes de coordination. On a des problèmes aussi, notamment d'équilibre. Et lorsqu'on pratique une activité physique, on va travailler un peu plus l'équilibre. Le diabète de type 2, donc là c'est aussi un grand fléau en France, et notamment avec les problèmes liés à l'obésité, on en parlera éventuellement tout à l'heure. Une amélioration des facultés donc physiques, mentales, cognitives, le cerveau fonctionne mieux, c'est normal, quand on va courir, on s'oxygène, donc effectivement on augmente la consommation d'oxygène. Avec toutes les composantes que je vous ai énoncées tout à l'heure, on a une très bonne circulation. Donc forcément, les cellules sont mieux irriguées, ça fonctionne mieux, c'est impeccable. Diapo. Alors, le problème, c'est l'évaluation et la prescription. C'est comment on va faire. Deux questions essentielles. Est-ce qu'on doit le faire dans un contexte médical ou est-ce qu'on est dans le cadre de la prévention primaire? La prévention primaire, je vous rappelle, en fait, je vais bien, il n'y a rien qui se passe, et qu'est-ce que je peux faire pour être encore mieux? Donc on est carrément dans la prévention. Est-ce que tout ça, finalement, on doit l'anticiper, nous, au niveau médical? Diapo. Alors, donc l'évaluation, elle se fait de façon différente. On a effectivement les tests d'effort cardio-respiratoires, donc vous avez l'épreuve d'effort, les tests de terrain, donc l'épreuve d'effort qui peut être fait donc, dans une clinique avec mesure VO2 max sous électrocardiogramme 12 dérivations. On a le test de terrain, donc on en a plein, il y a le Luc léger, il y a des tests de navette, il y a des tests de pliométrie, il y a des tests d'équilibre, il y a des tests de montée de marche, il y a des tests de tabouret, enfin il y a énormément de tests. Et puis il y a les tests musculaires et neuromusculaires, donc ça c'est pour évaluer la force, la souplesse, l'équilibre, la coordination, donc là il y a plein de tests, il y a le test de la croix, vous avez la test aussi des flexions, il y a la test de sauter en avant en un bond, sur 5 bonds, comme des foulées bondissantes, en une fois. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire comme examen préventif? Diapo. Alors, le certificat de non-contre-indication à la pratique sportive de non-compétition. Bon, là, c'est vraiment spécifique. Aujourd'hui, on est tous d'accord au niveau médical qu'il faut un interrogatoire, un examen clinique et un ECG de repos. Donc ça, c'est assez récent, parce qu'avec cet ensemble, on a pratiquement 85-90% des contre-indications. Voilà, donc ça c'est assez récent et on peut le faire à partir de 12 ans jusqu'à, j'allais dire, 80 ans sans aucun souci. Alors, c'est non compétitif, donc effectivement, ce n'est pas obligatoire. Je vous passe tout ce qui est sur les sportifs de niveau. Les sportifs de niveau, c'est la loi d'Amour, 2004, donc qui impose un suivi tout à fait particulier. Bon, là, on se retrouve dans un stade qu'on verra plus loin. La question, c'est est-ce que
en prévention primaire? Est-ce qu'en prévention secondaire ou tertiaire? Est-ce qu'on doit faire tout ça? La réponse, elle peut être oui, elle peut être non, ça dépend, c'est au cas par cas. Est-ce qu'on doit faire une épreuve d'effort? Est-ce qu'on doit faire une échographie, un enregistrement? Alors, tout ça, l'échographie et l'enregistrement, ça a été rajouté notamment par les cardiologues, notamment pour tous les gens qui ont présenté des problèmes de cardiopathie, de problèmes vasculaires, d'infarctus, d'hypertension, enfin tout ce qui est vasculaire, de façon à leur permettre d'avoir une évaluation complète et de faire de l'activité physique sans risque. Parce qu'on sait aujourd'hui que même si vous avez eu un petit pépin cardiaque, il vaut mieux faire l'activité physique derrière, ça limite tout ce qui est trouble du rythme et ça permet une meilleure qualité de vie. Et surtout, de ne pas avoir une récidive d'un accident. Diapo. Alors, l'épreuve d'effort avec VO2 max direct. Donc, il y a le consensus des cardiologues du sport. Là-dessus, ils sont assez clairs. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il existe une maladie coronarienne? Est-ce que vous avez des troubles du rythme? Et enfin, le plus important, c'est l'évaluation cardio-respiratoire. Qu'est-ce qu'on fait pour le loisir? Pour la personne qui est malade, qui doit reprendre l'activité, elle va passer forcément par cette épreuve. Pour le monsieur tout le monde qui veut faire de la course à pied, nous, on conseille, à partir de 35 ans, si vous avez des facteurs de risque, et à partir de 40 ans, de faire un test d'effort pour faire un dépistage. En même temps qu'on va faire ce test d'effort avec VO2 max, on a donc le dépistage cardiaque et tensionnel, ça vous allez avoir le profil tensionnel d'effort, et surtout, on va mesurer la consommation maximale d'oxygène, qui est votre véritable moteur, donc qui en fait donne votre puissance physique. Diapo. Donc l'intérêt de cette mesure, c'est en fait le VO2 max, c'est le volume d'oxygène maximum, c'est la quantité maximale d'oxygène que votre organisme peut transporter, prélever et consommer par unité de temps. Alors c'est un petit peu compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça, nous on connaît bien au niveau de la physiologie de l'effort. Je ne suis pas cardiologue, je suis physiologiste de l'effort. Et donc effectivement, dès qu'il y a un problème cardiaque, tous nos patients, sportifs de loisirs jusqu'aux professionnels, sont adressés à des cardiologues du sport. Donc l'intérêt, c'est qu'il existe différents protocoles, il y a différents ergomètres, donc vous allez pouvoir faire un test d'effort sur un vélo, sur un tapis roulant, sur un ergomètre à bras, notamment si on prend des rameurs. Et à partir de là, indépendamment du dépistage cardiaque, on a la condition physique. Donc le volume d'oxygène maximum, c'est un volume que vous ne pouvez pas dépasser. C'est le volume dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été corrélé à la qualité de vie. Plus votre VO2 est haut, et plus vous avez une qualité de vie dans la mesure où, par exemple, pour monter 3 escaliers, 3 étages, vous n'allez pas du tout être fatigué par rapport à une autre personne. Donc ça donne un différentiel. Et ce différentiel fait qu'en fin de journée, je vais être moins fatigué qu'une autre personne parce que ma condition physique est un peu meilleure. Alors ça ne veut pas dire que je vais forcément faire plus de choses, mais en tout cas, je serai moins fatigué. Pour un même effort, vous ne serez pas à la même fréquence cardiaque. Donc ça fait toute la différence. Et donc c'est vraiment important de faire cette mesure parce que c'est vraiment un qualificatif de votre qualité de vie. Diapo. Alors, pourquoi c'est important? On y arrive. Parce qu'avec l'âge, bien sûr, la condition physique va diminuer. Alors ça, c'est pour tout le monde, malheureusement. Donc vous avez sur ce schéma l'âge à gauche et en bas, vous avez en pourcentage le VO2 max qui est conservé. Alors vous voyez qu'avec l'âge, on va avoir une nette diminution et notamment l'âge critique commence à être à 45-50 ans. Vous allez vous retrouver à tout juste maintenir 80% du VO2 max que vous avez eu à 25 ans. Alors bien évidemment, si vous ne pratiquez pas, ça va chuter encore beaucoup plus rapidement. Et avec l'âge, ça ne va pas s'améliorer. Donc l'intérêt, c'est effectivement de continuer de pratiquer des activités physiques, mais là où on va discuter après, c'est sur la qualité de l'entraînement. Parce qu'effectivement, plus on avance en âge, plus on a besoin de récupération. Donc la quantité n'a aucun intérêt, vous allez vous blesser et vous allez être en surchauffe. Donc l'intérêt, c'est de faire plutôt de la qualité. Diapo. Donc voilà ce que j'étais en train de vous dire tout simplement. Donc cette chute sera d'autant plus rapide que vous ne pratiquez pas d'activité physique. Vous avez la courbe orange qui sont des sédentaires et la courbe verte qui sont des hommes qui pratiquent effectivement de l'activité. Donc vous voyez qu'on ralentit nettement la pente de la chute du VO2 max. Diapo. Alors l'intérêt du sport, c'est que c'est un effet dose-réponse. Donc ça c'est quand même assez extraordinaire.
L'effet d'eau de réponse, c'est la relation qu'il y a entre un volume donné d'activité physique et la modification physiologique qui va permettre d'évaluer un effet sur un critère de santé. C'est-à-dire que plus on va en faire, et mieux ça va être, jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Et c'est là où on rentre après dans les détails. Là-dessus, effectivement, nous, on va le sentir. Donc, c'est intéressant de donner ce genre de donner ces choses-là aux patients et aux sportifs, notamment pour ce qui est de l'essoufflement. C'est-à-dire que je vais faire un effort, et on dit toujours, il faut pouvoir discuter pendant que je fais l'effort. Alors, c'est un peu bizarre, mais d'un autre côté, on est en sécurité. Tant que je suis en aisance respiratoire, je n'ai pas de risque pour ma santé. Donc, je vais courir, je pars avec un copain, une copine, et je vais discuter pendant que je fais ma course à pied. Ça veut dire que tout va bien. À partir du moment où je vais monter la vitesse, je vais commencer ça va être difficile. Mon discours, il va être un peu haché. Donc là, je suis encore à la limite. À partir du moment où je vais pousser encore la machine, je ne peux plus parler. Et là, j'ai une respiration qui se met automatique pour essayer de résister. Et là, je bascule dans le rouge. Donc, et c'est là où je commence à être effectivement limite et risque de danger, si tant est que j'ai poussé trop haut la machine et que je n'ai pas fait l'évaluation et que je n'ai pas l'entraînement, etc. La difficulté perçue. On va faire un petit footing, on va faire 5 km, et puis ça a été très difficile, ça a été affreux, j'ai cru que j'y arriverais pas, etc. Bon, j'y retourne 2 jours après, je recommence, tiens, c'est un petit peu mieux, 4 jours après, etc., parce qu'il faut les périodes de récupération, et l'organisme est très bien fait parce qu'il va s'adapter. Et à ce moment-là, vous allez progresser, et cette difficulté va diminuer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, il faut continuer. Alors, pas dans la douleur non plus, il faut aussi se faire plaisir. C'est du sport plaisir, c'est pas du sport douleur, encore que ça existe chez le haut niveau. Bon, mais ça c'est autre chose, on en discutera si ça vous intéresse. Fréquence cardiaque, alors ça c'est capital, ça c'est génial. On a le cardio-fréquence-mètre, on va en parler tout à l'heure. Et justement, ces fréquences, elles peuvent être données avec le test d'effort avec VO2 max. Donc ces fréquences cardiaques, vous avez un cardio-fréquence-mètre et vous pouvez faire de la qualité d'entraînement de façon extrêmement pointue. Le VO2 max, on en a déjà discuté, donc c'est sûr que tout part à partir du VO2. Et l'intérêt, donc final de tout ça, c'est de mettre l'activité physique et sportive donc au milieu des 2 seuils. Alors le seuil de bénéfice et le seuil critique. Pourquoi? Si vous faites une activité physique qui est en dessous d'un certain seuil, ça ne sert à rien. Alors j'en vois régulièrement en consultation. Des gens de bonne intention qui font 3 footings par semaine, petite vitesse, je ne pousse pas. Pourquoi vous ne poussez pas? J'ai peur, j'ai jamais fait de test, j'ai peur, j'ai vu des copains, j'ai entendu parler d'eux, etc. Et finalement, je viens faire un test. Alors, mieux vaut tard que jamais, à 50 ans, boum, on le met sur la machine, et là c'est catastrophique, le gars avance pas, la condition physique n'est pas très bonne, et il ne comprend pas. Alors je lui explique tout simplement que si à un moment donné, on ne va pas pousser la machine, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai montré des courbes qui descendent. Donc si en plus vous faites un peu d'activité et vous n'êtes pas avec un certain seuil, vous allez chuter comme les autres. Donc c'est exactement la même chose. Alors un peu moins que quelqu'un qui est sédentaire, certes, mais quand même assez rapidement. Parce que votre seuil n'est pas assez haut. À l'inverse, on a aussi des gens qui viennent pour faire les tests d'effort et malheureusement, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Je leur dis, votre condition physique, elle ne correspond pas à ce que vous me racontez. Donc qu'est-ce qui se passe? Et là, effectivement, on a des soucis parce que ce sont des gens qui vont se mettre dans le rouge. Alors, ils sont là, ils ont le cardio-fréquence-mètre, et puis ils prennent le cardio-fréquence-mètre pour un compte tour. Alors là, c'est génial, plus ça monte et plus je vais vite. Voilà, c'est comme une voiture. Alors, sauf que je leur dis, c'est pas comme une voiture. Le cardio-fréquence-mètre, on verra tout à l'heure, je vous ai fait les petits calculs, c'est 220 moins l'âge. Bon, après, on en discutera. Mais on ne peut pas voir, comme j'ai déjà vu, des gens à 50 ans à 199 de fréquence. C'est beaucoup trop élevé. À ce moment-là, je leur dis toujours, vous risquez un accident parce que vous allez avoir une hyperexcitabilité cardiaque, c'est-à-dire que le cœur, en fait, il est habitué à contracter très rapidement. Après, il va être hyperexcitable et vous risquez effectivement de faire un trouble du rythme. Et c'est pour ça qu'on a des gens qui tombent sur des endroits où ils font du footing, et personne ne comprend autour. On se dit, mais je ne comprends pas, c'était quelqu'un qui était très dynamique, qui faisait ses footings 3 fois par semaine, qui faisait même de la compétition, etc. etc. Bon, si, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'est mis en surchauffe et qui, à un moment donné, sans suivi particulier, a fait monter les fréquences et un jour, il est tombé. Alors, il suffit qu'il ait un stress, une fatigue, qu'il n'ait pas assez eu de boisson, enfin, en termes d'hydratation, ou alors une forte chaleur. Donc, on a toujours, sur des grosses compétitions, notamment comme le marathon de Paris, une personne qui va tomber.
Alors, évidemment, toujours pareil, c'est ce que je dis à mes patients, vous n'êtes pas obligé de me croire. Sauf qu'un jour, j'ai vu un gars débouler à 35 ans, complètement affolé, qui m'a dit, chez Luto, je veux un test d'effort. J'ai dit, attendez, on se calme, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il était sur le marathon de Paris, et il a vu la personne tomber. Voilà. Alors, maintenant, lui, il croit, maintenant les autres, quand vous verrez, vous verrez. Donc, c'est assez fréquent. Et on a de plus en plus, d'ailleurs, il y a un consensus qui est sorti par l'Académie de médecine en 2012, notamment sur les morts subites. Donc ça, on pourra en discuter aussi. C'est pas que le sportif de niveau. Hein. Diapo. Alors, la programmation. Donc, l'American College of Sports Medicine, ils ont eu le mérite de faire un consensus avec ce nombre de séances. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien reprendre l'activité physique avec une programmation sur 4 à 10 semaines, alors qu'on n'en a jamais fait, ou ça fait 10 ans, je me suis arrêté, ou 20 ans pour certains, que j'ai plus rien fait. Donc à ce moment-là, ils ont mis au clair le pourcentage du VO2 max pour que c'est un bénéfice, et puis 3 à 5 fois par semaine. Et on arrive au seuil qui devient intéressant. Une fois par semaine, ça n'a absolument strictement aucun intérêt. Diapo. Alors, après, ils ont réussi à classer effectivement pour l'intensité, pour qu'on puisse donner donc aux patients sportifs ou aux gens qui veulent reprendre une notion de l'activité. Donc, toujours pareil, l'intérêt, c'est de faire un cadrage pour que les gens aient du bénéfice, ils aient du plaisir, ils puissent progresser, qu'ils aient toujours l'envie de recommencer. Diapo. Alors, après, il faut donner les informations de bonne pratique. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le site. Je vous montrerai tout à l'heure les 10 consignes du sportif. Et les cardiologues ont sorti les 10 règles d'or. Donc, c'est aussi intéressant par rapport au fait que quand je pratique, si je sens, il y a notamment un item, si je sens une petite douleur dans la poitrine, c'est pas forcément une contracture. Bon, c'est pas forcément non plus que tu es en train de faire un infarctus. Bon, mais peut-être il faut aller consulter. Peut-être vous n'avez pas fait de test d'effort. Peut-être vous avez dans votre famille des gens qui ont eu des soucis. Peut-être vous avez un gros stress. Peut-être vous êtes fatigué. Bon, bref, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un check-up. Diapo. Bon, voilà donc ces consignes que vous retrouverez sur le site internet. Alors, tout ça, c'est important. Hein, ça paraît toujours un petit peu trivial. Je vais dire trivial, mais tous les jours, on a toujours des gens qui ne respectent pas ces consignes. Donc, c'est pas si trivial que ça, finalement. C'est bien de les répéter. Des gens qui mangent et puis une demi-heure après, ils vont faire de l'activité physique. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait. Après, si j'ai des soucis, si j'ai envie de vomir, c'est pas très agréable. Donc, il y a un respect des consignes. La charge d'entraînement, c'est pareil. Si j'en fais trop, ça va pas être bon. Donc, il faut que l'entraînement soit bon. Il faut s'échauffer. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne s'échauffent pas. Si on prend le tennis, par exemple, la plupart de mes patients disent je m'échauffe en jouant. Je dis qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas un échauffement. Donc, l'échauffement, il doit être avant. Donc, que ce soit 10-15 minutes où on va chauffer les articulations en rapport avec l'activité, bien sûr. Alors, on va échauffer plus l'épaule, on va échauffer le dos, on va échauffer les jambes, et on va faire des étirements. Pareil, il y a des gros problèmes sur les étirements. Il y a des gens qui font des étirements passifs pendant un échauffement. C'est complètement débile. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous échauffer, de vous réveiller, c'est un warm-up, comme on dit en anglais, et à ce moment-là, vous commencez à vous endormir parce que vous avez fait des étirements passifs. Donc, c'est complètement illogique. Alors, il faut faire un étirement actif. C'est-à-dire que je vais m'étirer et en même temps que j'étire, je contracte le muscle. Toujours dans la même optique de bien chauffer la masse musculaire pour qu'il y en ait une fluidité au niveau de l'activité physique. Bon, les consignes correctrices, c'est pareil. Est-ce que je dois mettre des semelles orthopédiques? Est-ce que j'ai le bassin de travers? Etc. Et puis, les blessures. Alors ça, c'est aussi un gros problème. On l'a beaucoup en sport, même dans le sport professionnel, où il y a beaucoup de pression. J'ai pas fini, je suis un peu juste, j'y vais quand même. Bon, ok, t'as envie d'y aller, moi je t'ai dit non, vas-y, bim, t'auras un genou. Alors, entorse de genou, par exemple, qui n'a pas été bien étiqueté, et puis à ce moment-là, on y va, et bon, le gars se fait une rupture du croisé. Bon, alors la rupture du croisé, vous connaissez, hein, c'est une grosse opération, ligamentoplastie, et puis derrière, vous avez 7 mois de rééducation. Enfin bon, c'est très très long. Alors après, si vous respectez pas les consignes du chirurgien et du rééducateur, vous risquez aussi une rupture secondaire de la ligamentoplastie, il faudra réopérer une deuxième fois, enfin bref, etc., etc. Alors, ne croyez pas que ça n'existe pas, on en a très régulièrement. Alors, ce n'est pas forcément des fous furieux ou des folles, hein, parce qu'il y a monsieur et madame, quel que soit l'âge. Il y a vraiment, là-dessus, on n'est pas sectaire, j'allais dire, mais ça arrive, et ça arrive de plus en plus. Alors, je leur dis toujours, une blessure, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est faire le diagnostic,
faire la thérapeutique adaptée, et ensuite remettre sur le terrain. On en parlera tout à l'heure, en respectant les délais de cicatrisation. C'est pour tout le monde pareil, que vous soyez de loisirs ou professionnel, un délai de cicatrisation, c'est 6 semaines. Voilà, donc on ne fait pas reprendre les gens avant, c'est une erreur. Diapo. Alors, le cadeau fréquence-mètre, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est une machine intéressante. Vous avez un émetteur, un récepteur. Donc, vous mettez une ceinture autour de la poitrine. Vous avez la montre qui va recevoir les fréquences cardiaques pendant votre effort. Donc, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la fréquence cardiaque pendant l'exercice. Donc, c'est une très belle invention. Je suis en train de courir, je suis en train de nager, je fais du vélo, je fais la musculation. Et à ce moment-là, j'ai ma fréquence en instantané. Donc, c'est quand même extrêmement précis. Là-dessus, on peut mettre des seuils qu'on aura calculés avec l'entraîneur et ou le médecin du sport pour bloquer un petit peu, pour ne pas dépasser effectivement certaines zones critiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou des zones trop faibles qui fait que je vais m'endormir et finalement, ça sert strictement à rien. Donc, ça va me permettre de surveiller ma fréquence de repos. La fréquence de repos, c'est intéressant parce que ça donne un critère de surentraînement. Donc, nous, c'est ce qu'on dit aux sportifs. On leur dit, voilà, le matin, avant de te lever, tu prends ton pouls avec 2 doigts et pas le pouce, donc au niveau carotidien, au niveau de l'artère radiale, et à ce moment-là, tu prends ton pouce. Ça doit être toujours le même. À partir du moment où tu vas commencer à avoir une petite dérive, ça peut-être que tu es en surentraînement, que tu es fatigué. Alors à ce moment-là, il faut revoir les choses, parce que si tu attends trop longtemps, tu vas basculer en surentraînement avec tous les effets négatifs. Tu n'auras plus envie de manger, tu seras irritable, tu auras une fatigue, problème de récupération, tu vas avoir une dérive de la fréquence cardiaque qui va monter, après tu vas te déchirer, enfin il y a tout qui part de travers, et après ça va être très long pour récupérer. Donc après on va pouvoir comparer, on va pouvoir remesurer, on va pouvoir se suivre correctement. Alors attention quand même à la cardiofréquence-métrite aiguë, parce que ça, ce sont des sportifs qu'on a, ils mesurent tout avec la fréquence cardiaque. Voilà. Et ils sont tellement dans leur fréquence cardiaque qu'ils ne savent plus à quoi ça correspond exactement, parce qu'il n'y a pas de suivi. Donc le suivi, c'est quoi? C'est refaire un test d'effort avec le volume d'oxygène maximal. Pourquoi? Parce que ces fréquences cardiaques, en fait, elles vont évoluer en fonction de l'entraînement physique. Vous avez une fréquence de repos qui va diminuer et la fréquence cardiaque maximale qui va diminuer en ayant le même intervalle. Donc ça, c'est intéressant. On va tout déplacer vers la gauche. On aura toujours le même intervalle, mais on sera en sécurité. Et puis, bon, si on veut discuter dans les détails, mais ce n'est pas le moment, alors, je vous en ai un petit mot, c'est le seuil ventilatoire, donc le seuil anaérobie qui va se déplacer vers la droite, qui fait que pour 2 VO2 max identiques, on aura un sportif qui sera mieux à partir du moment où le seuil ventilatoire est donc repoussé sur la droite. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Diapo. Alors, ça, c'est un exemple d'enregistrement en intermittent. Diapo. Alors, là, c'est un exemple pour une personne de 50 ans. Voilà. Donc ça, c'est un calcul basique que tout le monde peut faire ici. Voilà. Donc on fait déjà, la fréquence max, c'est 220 moins l'âge. Donc on est à 170. Ma fréquence de repos que j'ai prise, elle est à 70. Donc je vais me retrouver avec une réserve, tout simplement, 170 moins 70. Donc j'ai 100 battements de réserve. Maintenant, on me dit qu'il faut que je m'entraîne à 50% de ma condition, donc je prends 50% de ma réserve. Donc j'ai 50 battements par minute que je vais rajouter à ma fréquence de repos et j'obtiens ma fréquence de travail. Donc c'est intéressant. Donc à partir de là, tout le monde peut faire ça. Pour commencer l'activité, il n'y a pas d'erreur. Après, c'est plus compliqué, ça dépend du niveau, mais au niveau basique, c'est déjà très très bien. Diapo. Alors ça va être établi par l'Académie de médecine qui ont fait différents stades au niveau de l'intérêt, donc de l'activité physique et de la santé. Alors ils sont basés sur le stade 3, le stade 4 effectivement c'est un peu plus sportif, le stade 5 c'est sportif de niveau. Donc en dessous il n'y a pas de bénéfice, ça n'a strictement aucun intérêt. Diapo. Donc le stade 3 c'est pratiquer une activité physique et sportive à 50% donc de la consommation d'oxygène. Et ils ont mis les 3 R, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire régulière, raisonnée et raisonnable. Bon, ça c'est l'Académie de médecine. Alors, nous qui sommes des professionnels, bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec les 3 R, je vous l'ai mis parce que effectivement ça a le mérite d'être un petit peu clair, mais finalement quand on rentre dans les détails, ce n'est pas si clair que ça. Alors, régulière, oui, parce que si vous faites une activité physique une fois par mois, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que ça soit régulier pour avoir les bénéfices. Raisonné, raisonnable, bien sûr, il ne faut pas courir comme un fou, il faut connaître un petit peu son corps, il faut faire les mesures. Bon, voilà, ça me paraît du b.a.-ba.
Maintenant, c'est sûr que quand on vous donne les fréquences, c'est beaucoup mieux. Diapo. Alors, les recommandations, donc ça va être établi, pareil. Non, ça c'est les guidelines européennes. Donc vous voyez quand même, il faut quand même se bouger. Hein. C'est quand même 2h30 à 5 heures par semaine d'activité en endurance. Donc il faut y aller. Hein. Ou alors, vous faites 2 heures d'activité intensive. Voilà. On peut faire les deux aussi, hein. C'est-à-dire qu'on peut moduler avec, c'est ce qu'on fait souvent, notamment en course à pied. On va faire une séance longue, par exemple, et puis on va faire une séance de fractionné ou d'intermittent, ou une séance au seuil ventilatoire. Voilà. Et donc en mixant, on arrive effectivement à vraiment faire une grosse progression. L'activité, bon, bah, c'est 10 minutes, hein, donc minimum, parce que si je bouge en 5 minutes, on n'a même pas l'échauffement. Donc l'échauffement, c'est 10 minutes, donc au moins vous êtes un peu échauffé. Et on doit rajouter effectivement 4 à 5 jours. Donc toujours la même chose, il faut l'étaler. Le bénéfice, il se fait correct à partir du moment où vous allez faire 3 séances par semaine. Maintenant, il faudra rajouter, comme on verra tout à l'heure, les exercices musculaires. Diapo. Alors la récupération, bien sûr, ça c'est essentiel, il faut la respecter. On a, que ce soit dans le sport de loisir et le sport professionnel, on ne peut pas toujours être à 100, 110, 120%, c'est pas possible. Donc il faut récupérer. Donc les entraîneurs savent très bien, puisqu'ils font des programmations d'entraînement avec des microcycles et des macrocycles, pour permettre donc aux sportifs d'arriver au maximum. Alors quand on prend le sportif de loisir, c'est exactement la même chose. Quand on prend quelqu'un aussi qui veut reprendre l'activité physique, il faut aussi des périodes de récupération. Ces périodes de récupération vont être un petit peu plus longues aussi avec l'âge. C'est normal. On a vu aussi qu'on perdait un petit peu de condition physique. Mais d'un autre côté, la structure musculaire, la structure neurologique, tout ce qui est physiologique, ne récupère pas aussi vite. Hein. Quelqu'un qui a 45 ans ne va pas récupérer comme quelqu'un de 25. Bon, donc, mais on peut très bien faire l'activité de haut niveau. On a beaucoup de vétérans. Donc le vétéran sportif, c'est au-dessus de 35 ans, qui pratiquent à haut niveau, qui vont au championnat du monde vétérans. Donc ça ne pose vraiment pas de problème. Mais cette récupération doit être bien intégrée. Diapo. Alors, ça c'est l'OMS hein, qui nous a redonné pour les adultes sains de moins de 65 ans. Donc vous voyez encore, hein, il faut 30 minutes minimum et c'est au moins 5 fois par semaine. Ça c'est l'activité endurance. Ou l'activité 20 minutes mais plus intensive 3 fois, ou on combine les deux. Là-dessus, on va rajouter des exercices musculaires qui sont faits 2 jours par semaine, mais non consécutifs, pour les problèmes de récupération que je vous ai énoncés tout à l'heure. L'exercice de souplesse, ça doit être fait tous les jours. On anticipe effectivement sur le après 65 ans, diapo, où on doit maintenir la même activité, sauf que on continue son assouplissement parce qu'on va s'enraidir, notamment l'arthrose, c'est pour tout le monde. Hein. Et effectivement, elle va se charger de nous enraidir. Donc il faut qu'on garde cette souplesse pour garder l'équilibre au niveau articulaire et musculaire. Et ensuite, travailler notamment d'exercices d'équilibre pour éviter les fameuses chutes. Diapo. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Si on veut un bénéfice plus important, il va falloir pratiquer un petit peu plus. C'est l'effet dose, donc très bien. Donc vous voyez, c'est quand même aussi important, hein, 300 minutes, 150 minutes. Donc ça fait quand même beaucoup, toujours dans la possibilité de coupler les deux types d'activités. Diapo. Alors, les conduites à tenir en cas de blessure. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je vous ai parlé simplement du protocole grec. RICE en anglais, on a le PRICE, on a maintenant la police. Donc ça, c'est marrant, ça a été marqué appeler la police. Alors, c'est pas appeler la police, hein, ils vont pas venir vous soigner. Mais dans la police, c'était un anagramme qui permettait, comme le grec, de dire, voilà, quand vous avez une blessure, d'abord, on protège, on se repose, on s'arrête, on glace tout de suite et on comprime. On surélève, bref, on fait les gestes d'urgence qui sont tout à fait intéressants. Il ne faut pas regarder son articulation gonflée parce que le genou, on s'est tordu ou parce qu'on a eu une béquille. Et à ce moment-là, on regarde le truc gonflé et c'est magnifique, c'est génial. Ça prête toutes les couleurs, c'est super. Et nous, derrière, ça va être terrifiant parce que pour vous rattraper, on va mettre 3 semaines à 1 mois parce que vous avez regardé effectivement l'articulation gonflée. Si on agit tout de suite, on empêche effectivement ce saignement, cette congestion, on va empêcher de gonfler et donc bien sûr ça va nous permettre de récupérer beaucoup plus vite, de faire un diagnostic de précision et de pouvoir faire une image rapidement. C'est plus simple aussi. Si on fait une image sur quelque chose qui est gonflé, c'est très difficile de voir. Si on a bien fait dégonfler, on fait l'image juste après. Là, on a une très belle image, on voit très très bien les choses. Toujours pourquoi ? Parce qu'on veut un diagnostic de précision
que vous soyez de loisirs ou professionnels, c'est la même chose, pour pouvoir après appliquer la thérapeutique la mieux adaptée, pour pouvoir vous faire une reprise précoce. Donc reprise précoce, on va faire une réhabilitation sur le terrain, donc ça, nous, au niveau sport, on connaît bien, avec des préparateurs physiques qui vont vous faire des activités qui vont monter en intensité, et ensuite, on va reprendre l'entraînement, et ensuite, on va aller faire le sport, et après, on va faire la compétition. Voilà, donc tout ça, c'est le chemin que vous devez faire en respectant les fameux 6 semaines, qui sont des délais de cicatrisation qu'on a tous, qu'on soit sportif de loisirs, en reprise de sport ou sportif professionnel. Diapo. Alors, dans ce cadre-là, j'ai créé avec l'association qui est agréée par le ministère Jeunesse et Sport, donc un site internet qui va diffuser des informations médicales gratuites, et notamment avec différentes rubriques qu'on est en train de remplir. Alors, je ne suis pas tout seul, je fais intervenir d'autres confrères, que ce soit médecins, qu'ils soient chirurgiens, kinés, podologues, ostéopathes, préparateurs physiques, préparation mentale, enfin, j'en ai peut-être oublié d'ailleurs, tous les gens qui sont autour de l'activité physique et sportive de loisirs jusqu'au professionnel ont accès à ce site. Je leur ai ouvert les portes pour qu'ils puissent communiquer et donner le maximum de conseils. Voilà. Vous avez des fiches qui peuvent être très intéressantes parce que c'est dans le cadre de conduite à tenir, notamment en cas d'urgence sur les blessures. Diapo. Donc ça, c'est des fiches que j'avais fait avec un kiné du sport. On a fait ça ensemble. Et en fait, c'est des fiches sur des pathologies assez courantes qu'on a en pratique sportive et qui ont été créées sous la forme de recettes de cuisine. Donc moi, je ne sais pas faire à manger. Donc si je veux faire à manger, je prends un livre, je regarde dedans, puis j'essaie de suivre. Bon, malheureusement, c'est pas tout à fait bon, mais en tout cas, je peux manger. Là, c'est exactement la même chose. L'idée, c'était de dire, voilà, plutôt que de regarder son articulation gonflée, de pleurer, de crier, d'appeler qui on veut, qu'en plus sur le terrain, jamais tout le monde n'est jamais d'accord. Ah, faut mettre de la glace, faut mettre du chaud, faut pas toucher, faut faire ci, faut faire ça. Bref, il y a toujours des gens très bien intentionnés. Donc on s'est dit, on va vous aider. Alors on a fait ça de façon à ce que vous puissiez avoir une marche à suivre avec des conseils relativement simples que tout le monde peut faire. Et donc je leur dis, même si vous n'avez pas de médecin, vous pouvez toujours mettre de la glace, vous pouvez toujours comprimer. Bon, encore faut-il ne pas dépasser certains délais. Notamment le glaçage, on ne dépasse pas 20 minutes. Pourquoi? Parce que si on dépasse 20 minutes, on a un effet inverse. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un changement au niveau vasculaire, et à ce moment-là, au lieu d'avoir une anesthésie avec effectivement un phénomène froid, vous allez avoir une vasodilatation avec un phénomène chaud. Alors c'est bien, donc vous allez laisser la glace pendant 1 heure et demie, et après l'articulation est toujours aussi gonflée. Bon. Et si en plus vous faites mal les choses, donc là je vous ai pas mis de photos parce que ça serait la guerre, mais des gens qui sont brûlés avec la bombe de froid que vous avez sur l'écran, c'est magnifique. Donc ça, pareil, on l'a mis dans le site. Bon, on peut l'utiliser, j'ai rien contre la bombe de froid, mais il faut savoir l'utiliser, sinon vous êtes brûlé au 2e degré superficiel. Donc si vous brûlez une belle entorse comme ça, sur la photo qui est une entorse grave, si vous brûlez à l'endroit de la réparation, c'est sûr que nous, derrière, c'est très difficile, parce qu'il faut d'abord soigner la brûlure, et ensuite soigner la pathologie. Donc on va perdre 1 mois. Voilà, donc c'est avec toutes les complications inhérentes, avec une surinfection, avec tout ce que vous pouvez. Diapo. Alors en conclusion, l'activité physique et sportive, la réponse est oui, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais personnalisée. Donc on doit vraiment faire une analyse de la personne et chaque cas est individuel. Voilà. Alors, même si dans un sport collectif, on sait très bien, si on parle foot, sans se fâcher, vu ce qui se passe, on a les attaquants, c'est pas pareil que les arrières, c'est pas pareil que le gardien de but. Bon, pour le handball, c'est la même chose. Quand vous prenez un pivot qui se fait malmener, un basketteur, notamment quand vous prenez un meneur, par rapport à des ailiers qui sont susceptibles d'avoir des pathologies plus importantes au niveau des genoux du fait des contre-appuis, des changements de direction. Bon, bref, tout ça, c'est très important. Ensuite, quand on va la personnaliser aussi, c'est par rapport à savoir qui on a en face de nous. Est-ce que c'est un homme, une femme, l'âge, est-ce qu'elle a déjà fait du sport, est-ce qu'il a arrêté, est-ce qu'il a fumé, est-ce qu'il y a des facteurs de risque, facteurs héréditaires, etc. Donc on doit programmer tout ça. C'est vrai que l'analyse du test d'effort avec VO2 max, il est quand même assez intéressant pour permettre de faire la programmation avec la durée, l'intensité, la fréquence, le volume, la nature, bref, donner toutes les indications, ce que nous on appelle une véritable prescription,
puisque l'activité physique, c'est un véritable médicament. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un médicament. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais il marche très bien, il est gratuit, ça coûte pas très cher. Allez acheter une paire de baskets, vous allez à Decathlon, à Go Sport, où vous voulez, et vous prenez 50 €, vous allez avoir une paire de baskets, vous allez courir, c'est absolument, voilà, c'est un médicament qui est absolument extraordinaire. Ça évite aussi de prendre des somnifères, ça évite de prendre des tas de bêtises, qui fait que derrière, on se retrouve pas très bien avec des effets secondaires, avec des interactions, parce qu'on va mélanger avec d'autres médicaments. Enfin bref, ça va pas être super. Ensuite, le suivi sportif et médical, il va être adapté au cas par cas. On sait très bien qu'il y a des gens qui font tout seuls et qui font très bien. Bon, au bout d'un moment, effectivement, l'intérêt, c'est de se faire mesurer, de se faire évaluer et surtout d'être toujours en sécurité cardiaque. Et enfin, l'essentiel, il n'est jamais trop tard pour entreprendre. C'est ce que je dis à tous mes patients. Quel que soit votre âge et votre sexe, s'il y a toujours un intérêt à faire une activité, vous allez toujours progresser. Diapo. Voilà, donc après, est-ce que tu penses qu'il faut que je m'arrête? La réponse est oui. Voilà, je vous remercie.